Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que vous arrivez à m'entendre? Bonjour monsieur. Oui, Parfait, ok. Alors, bonjour monsieur. Oui. bienvenue dans cette deuxième séance au titre du module de fiscalité de l'entreprise. Donc, lors de la première séance, on a, je dirais, après avoir présenté le programme synthétique, on avait entamé le chapitre introductif ou le chapitre préliminaire qui a pour objectif de présenter un certain nombre de concepts fondamentaux liés à la fiscalité de l'entreprise et puis des mots-clés qui sont utilisés. Bien évidemment, il, euh, il y a lieu toujours d'insister sur l'importance des aspects fiscaux la, l'importance des aspects fiscaux le processus de décision au sein de l'entreprise. Alors, je vois que certains parmi vous n'arrivent pas à m'entendre, donc vérifiez à partir du moment où il y a certains qui m'entendent, donc vérifiez que voilà, ça marche. Donc, je vois que certains. Alors, patientez s'il vous plaît. Le temps, c'est moi qui. Alors, je vous invite à patienter s'il vous plaît. Ok. Alors, j'ouvre juste une parenthèse pour signaler le fait que il y a certains de vos collègues qui ont usé des droits d'image, des droits d'auteur et qui permis de publier, qui se sont permis de publier les vidéos de cours lors de bon, ici de la séance précédente. Bon, ça a été fait également avec d'autres professeurs. Mais je passe le message formellement, c'est interdit d'user des séances de cours dans les réseaux sociaux ou dans des chaînes privées. D'accord? Vous avez accès aux cours dans l'espace ENT. D'accord? Maintenant, on peut soit on maintient les choses comme ça, soit je vais dorénavant suspendre l'enregistrement et comme ça, ceux et celles qui assisteront, ils vont suivre et par la suite, voilà, on ne peut rien faire pour les autres. Donc, je m'adresse à vous je dirais, en étant des responsables matures, d'accord? Donc, faites ce qui vous revient en tant qu'étudiant, à savoir, voilà, bénéficier des cours, suivre vos cours, et puis par la suite, s'il y a des questions, s'il y a je dirais, des choses qui restent à clarifier ou à éclaircir ou à développer, on est là pour y réagir. Mais de là à prendre nos vidéos et à les projeter dans des chaînes YouTube pour une raison X ou Y, ça, c'est inadmissible sur tous les plans. Éthique, morale, ce que vous voulez. Donc, la personne ou les personnes qui ont fait ça, voilà, sont priées de s'abstenir pour les fois à venir. Monsieur, donc c'est à vous d'enregistrer la séance et de nous la partager par la suite.
Euh, je vais y réfléchir parce que là, au vu de l'expérience de la séance précédente, je pense pas que je vais continuer je dirais à enregistrer les vidéos. Mais je vais y réfléchir. Alors, comme je vous disais, donc là, au titre du chapitre introductif, donc on va insister sur un certain nombre de concepts fondamentaux pour préparer les chapitres à venir qui vont être consacrés, comme je vous ai dit, à l'étude de trois famille d'impôts, l'impôt sur les sociétés, l'impôt sur les revenus et la taxe sur la valeur ajoutée. Bien évidemment, pour vous en tant que futur gestionnaire, en tant que futur manager, il faut que vous soyez sensibilisé à la question fiscale parce que le processus de décision au sein de l'entreprise va nécessairement faire appel à des interprétations, à des arbitrages sur le plan fiscal, que ce soit pour des décisions d'investissement, pour des décisions de dépenses, pour, je dirais, le pilotage et, je dirais, le pilotage des résultats et également l'optimisation des résultats. Donc la question fiscale va revenir à chaque fois. Et comme je vous ai dit, cette question fiscale est importante. Pourquoi? Parce que pour pas mal d'impôts, ou beaucoup d'impôts, c'est l'entreprise qui prend la peine de faire les calculs et de faire et de déclarer en fonction des calculs qu'elle aura faits. Et l'administration des impôts se réserve le droit de venir vérifier les déclarations de l'entreprise. Bien sûr, il vérifie les déclarations de l'entreprise à travers quoi? À travers une vérification de la comptabilité de l'entreprise pour voir est-ce que l'entreprise a enregistré uniquement des produits et des charges qui sont liées à l'exploitation, qui sont liées à l'activité de l'entreprise, ou au contraire, il y a des éléments qui n'ont rien à voir avec, je dirais, l'activité de l'entreprise, peut-être des dépenses à titre personnel, ainsi de suite. Et là, l'administration des impôts vient vérifier qu'il n'y a pas eu de sous-déclaration d'impôts et le cas échéant, il procéderait à, je dirais, à des redressements, voire même à des pénalités, des majorations. Donc ces éléments-là, doivent être vraiment pris au sérieux au sein de l'entreprise. C'est pour ça, dans les entreprises structurées, on trouve carrément un fiscaliste qui joue ce rôle-là, cette fonction-là, qui est jouée vraiment de façon indépendante, soit avec un rattachement à la direction financière, soit même des fois un rattachement au secrétariat général ou direction générale de l'entreprise. Dans les entreprises de petite, moyenne taille, ce rôle généralement, il est assuré par le responsable financier ou le directeur financier, comme je vous ai dit la semaine dernière. Toutefois, il lui revient de vérifier que je dirais, les différentes opérations sont réalisées conformément à ce qui est dicté par
la législation fiscale. On avait également parlé des, des sources du droit fiscal. Bon, le droit fiscal étant vraiment l'ensemble des lois, de la jurisprudence, je dirais, de la doctrine qui permettent d'alimenter cette discipline-là. Et cette discipline de droit fiscal, c'est la discipline qui régit tous les aspects relatifs aux impôts. Donc, on avait dit que les sources, c'est la loi fiscale. Donc, quand je dis la loi fiscale, c'est le Code général des impôts, le CGI. Et ce Code général des impôts, comme je vous ai dit, il est alimenté, il est mis à jour à l'occasion de chaque exercice budgétaire. Pourquoi? Parce que l'État, une fois, je dirais, le gouvernement aura validé la loi de finances de l'année, d'accord? À ce moment-là, il y a un document qui accompagne la loi de finances qui correspond aux dispositions fiscales au titre de cette loi de finances. Et bien sûr, ces dispositions fiscales, c'est les incitations, c'est peut-être des fois des révisions à la hausse de taux d'imposition, d'assiettes imposables, ainsi de suite, qui permettent à l'État de réaliser ce qui a été prévu dans son budget, d'accord, de dépenses à couvrir pour faire face, je dirais, aux différents besoins de fonctionnement, d'investissement, d'infrastructure. Donc, ces dispositions fiscales, généralement, elles viennent alimenter le Code général des impôts. Et bien sûr, il y a chaque début d'année une autre circulaire qui est publiée par l'administration des impôts. Je vais utiliser à chaque fois soit administration des impôts, soit administration fiscale, soit direction générale des impôts pour désigner la même chose. Donc voilà, c'est juste pour qu'on se mette d'accord sur la terminologie. Et donc, ces dispositions fiscales, elles sont publiées dans le cadre de notre circulaire chaque année par l'administration des impôts. Et bien sûr, à travers cette note circulaire, le Code général des impôts est alimenté. C'est pour ça, il a mis tout le site l'administration des impôts taxe.gov.ma, vous allez trouver je dirais, les différentes versions du Code général des impôts, jusqu'à la version récente, l'IA actuellement officielle, l'IA, le Code général des impôts de 2020. Et à chaque fois, vous allez trouver des notes circulaires qui sont publiées. Voilà, note circulaire, par exemple, 726, relative aux dispositions fiscales de la loi de finances, par exemple, de 2016, ainsi de suite. Donc, en plus du Code général des impôts, bien sûr, on a, comme je vous ai dit, les notes circulaires de la Direction générale des impôts qui viennent alimenter. La Direction générale des impôts également, elle publie des circulaires pour expliciter sa position par rapport à certains textes du Code général des impôts. Donc, à ce titre-là, hommage doit être rendu à la DGI pour avoir explicité ces positions de façon claire dans le cadre de circulaires qui ont été publiées il y a 3 ans, 4 ans. C'est les fameuses circulaires 716 et 717 où les textes du CGI, notamment relatifs aux principaux impôts IS, IR, TVA, ont été repris avec, je dirais, beaucoup plus de détails et avec, je dirais, je dirais, des explications pour éviter toute interprétation qui peut avoir lieu en dehors de ce qui est fixé comme objectif par l'administration des impôts et également par le gouvernement. Et donc, ces notes circulaires-là ont pour objectif d'éclaircir la position de l'administration fiscale par rapport à certains points qui sont sujets à
des interprétations. Il y a également, comme on a dit, tout ce qui est aspect relatif aux, euh, aux écrits, articles de recherche qui sont publiés par des personnes qui s'intéressent à ce champ disciplinaire, d'accord, de fiscalité, soit par des juristes, soit par des professeurs, soit par carrément des personnes qui travaillent au sein de l'administration fiscale ou par, je dirais, des fiscalistes d'entreprise ou des experts comptables. Et il y a la jurisprudence, comme on avait dit, qui correspond aux jugements qui sont prononcés par les juges de tribunaux administratifs à l'occasion de différents ou de procédures qui opposent l'administration des impôts et les contribuables. Et donc, cette jurisprudence, des fois, même s'il est contraire à, je dirais, à l'intention de l'administration des impôts, d'accord, ou à la position de l'administration des impôts, elle fait office de loi et elle peut être, je dirais, mise en avant, d'accord, pour défendre la position de l'entreprise ou d'un contribuable de manière générale dans le cadre d'une procédure ou je dirais, d'un contrôle fiscal ou d'une procédure qui l'oppose à l'administration des impôts. Alors, on avait ensuite, bien sûr, défini ce que c'est que l'impôt, le rôle de l'impôt, et puis on est arrivé à la, on s'est arrêté à, je dirais, à la technique fiscale. Donc, il faut noter que, bien sûr, que le processus fiscal, quel qu'en soit l'impôt qu'on sera amené à étudier, doit suivre, je dirais, un certain nombre d'étapes. D'abord, à chaque fois qu'on va étudier un impôt bien déterminé, on va au préalable, je dirais, se poser la question sur le champ d'application de cet impôt. Quelles sont les personnes physiques ou morales qui sont assujetties à ce type d'impôt? Par exemple, on va prendre l'impôt sur le revenu et on va dire oui, l'impôt sur le revenu est appliqué aux personnes physiques, d'accord? Ou aux personnes morales qui souhaitent opter pour ce type d'imposition. Au titre de quoi? Au titre, par exemple, des revenus salariaux, au titre des revenus locatifs, au titre des revenus liés, par exemple, à des activités professionnelles, au titre des revenus agricoles, voilà, au titre des pensions de retraite qui sont touchées, ainsi de suite. Donc, le champ d'application, il fait référence aux personnes qui sont assujetties, aux personnes qui sont assujetties à cet impôt. Et donc, ça, c'est très important. Donc, dès le départ, donc, il faut qu'on sache, quand on va entamer l'étude d'une catégorie d'impôt bien déterminée, que ce soit l'IS, TVA ou l'IR, on va dire quel est le champ d'application de cet impôt, quelles sont les personnes qui y sont assujetties. D'accord? Eh bien, bien évidemment, quand on dit quelles sont les personnes, il faut qu'on précise les personnes qui sont imposables, quelles sont les opérations ou les activités qui sont concernées, d'accord? Comme on a dit, activités agricoles, salariés, pensionnaires, ainsi de suite. Et également, il faut, dans le champ d'application de l'impôt, clarifier les règles de territorialité, c'est-à-dire quel est le territoire sur lequel s'applique cet impôt. Par exemple, on va dire tous les revenus qui sont générés au Maroc. Ou là, on va dire, même si ces revenus-là sont générés dans un autre pays, ils vont être pris en considération.
à moins qu'il y ait une convention fiscale entre le Maroc et un autre pays pour éviter la double imposition ou la double taxation des deux côtés. Par exemple, on a une convention avec certains pays de l'Europe, par exemple la France, pour éviter la double taxation. Et donc, voilà, au titre de certaines opérations, je dirais, les personnes qui ont réalisé une participation sur le territoire français vont, je dirais, payer leur impôt sur le territoire français. Ils vont présenter un document comme quoi l'impôt est déjà payé. Et vice-versa, les personnes qui exercent une activité au Maroc, qui ont leur siège voilà, installé en France, vont présenter des documents justifiant que l'impôt a été payé au Maroc et pour éviter de le payer une deuxième fois en France. Donc, ces règles de territorialité sont importantes pour préciser le périmètre géographique, je dirais, dans lequel s'applique cet impôt. Ensuite, on a la deuxième notion qui est aussi importante, c'est la notion de l'assiette de l'impôt. Donc là, l'assiette de l'impôt, voilà, elle va couvrir l'ensemble des éléments qui vont permettre de déterminer l'impôt. Par exemple, on a dit pour l'impôt sur les revenus, le champ d'application, c'est entre autres les salariés qui exercent une activité salariale au Maroc. D'accord? Mais quand on va arriver à l'assiette de l'impôt, on va dire, voilà, pour les salariés, les éléments, excusez-moi, donc les éléments qui sont assujettis à merci. Alors, les éléments qui sont assujettis à cet impôt, c'est le salaire de base, les émoluments, c'est comment dirais-je, c'est les indemnités de déplacement, c'est telle indemnité. Et par contre, attention, l'indemnité de transport ne doit pas être, je dirais, prise en considération dans le calcul de cet impôt, à condition qu'elle ne dépasse pas, par exemple, 500 dirhams pour, je dirais, si le lieu de travail est situé en milieu urbain, et à condition que ça ne dépasse pas, par exemple, 700 dirhams si le lieu de travail est situé en dehors du milieu urbain. D'accord? On va dire, par exemple, là, je dirais, l'assiette de l'impôt ne doit pas prendre en considération, par exemple, la prime de panier. Certaines entreprises accordent, par exemple, des forfaits quotidiens pour, je dirais, subventionner les repas de leurs salariés qui n'ont pas la possibilité de se déplacer chez eux, par exemple, entre midi et deux. Voilà. Et donc, ils leur donnent, par exemple, une subvention forfaitaire, à condition que cette subvention, par exemple, là, ne dépasse pas, par exemple, 20 dirhams par jour de travail. OK? Et donc, qu'est-ce qu'on est en train de faire dans le cadre de cette assiette de l'impôt? On est en train de définir la base qui va servir pour calculer l'impôt. Et donc, tous les éléments qui rentrent dans le calcul de cette base imposable pour, par exemple, pour une entreprise. Donc, l'IS doit prendre en considération les ventes, les produits accessoires, les produits exceptionnels, exception faite, par exemple, de tels produits, par exemple, les dividendes, on ne va pas les prendre en considération. Pourquoi? Parce que les dividendes ont été servis à l'entreprise s'il a des participations dans une entreprise. Ils ont été servis à l'entreprise après avoir subi l'impôt sur le résultat. Ils ont été servis à partir de quoi? À partir du résultat net. Et donc, on ne va pas les imposer à une deuxième fois. D'accord? Donc l'assiette de l'impôt correspond à la base imposable, la base qui va
permettre sur laquelle on va appliquer les taux d'imposition. Ensuite, alors le troisième élément, c'est la liquidation de l'impôt. Donc la liquidation de l'impôt consiste, voilà, à déterminer la démarche de calcul, je dirais, de l'impôt en se référant à quoi? En se référant d'abord à l'assiette. L'assiette, c'est quoi? C'est la base qui va servir de calculer l'impôt. Quels sont les éléments qui sont assujettis à l'impôt pour telle catégorie de personnes? Pour les salariés, c'est l'ensemble des éléments constituant leur salaire, mis à part tel élément, tel élément, tel élément. Pour, je dirais, un pensionnaire, la base de salaire, c'est l'ensemble des pensions perçues. Si c'est par exemple de source marocaine, mis à part tel élément. البروفراج ولا شنو؟ Monsieur, voilà. Monsieur, le son est perdu. البروف راه خرج. خرجت من الكونفرساسيون. انقطع البث. La liquidation de l'impôt. دابا يرجع. واش البروف لاح سيبور دو كور؟ لا مازال. لا راه هانتوما راه ملي كتهضر كيطلع دابا انا راه مسكين. اخوان رجعوا للحلقه اللي فاتت الله يرحم الوالدين. عافاكم بغيت نسولكم واش كاينين لي بوليكوب كوفي. واحد القضيه كبيره. الماناجمنت استراتيجيك راه الماناجمنت استراتيجيك الدراري راه نفس الكوك ديال داك العام. يلا كلشي دير. يعني تقدر تمشي تاخذ من صون كوبي. ديزاكتيفي. عافاكم بغيت نسولكم واش السونتر كوبي كاينين لي بوليكوب. والله ما عرفت ولكن على ما سمعت كاينين في التسهيل. كاينين. لا ممكن يكونوا. اللي عنده المايك خاسر يسدو. عافاكم لا ميم كاستيون واش كاينين لي بوليكو في سونتر كوبي؟ قلت ليك شي طلعت لا تقدري كاين كاينين اختي في سونتر كوبي كاينين مشاو البنات خداوهم. ما كاينينش جداد. ساعتو لي موديل. عندنا ما صدع. درتو لنا داك الصوت ديال التليفون ثم قلبونا على برو. عندنا مالك هذا الشيء عندنا. واش ديال لي ميم بروف. سير اصاحبي وانت خدام باليديه ديال الدرب. عندنا هو عندك. هو راه بروف ديجا. شوفوا راه البروف رجع Est-ce que vous arrivez à m'entendre? C'est bon? Oui, Oui, monsieur. Alors, On commence. il y avait juste 5 sur 5. un souci au niveau de l'ENT, donc là, ça reprend. Alors, restez avec moi. Quelques secondes, s'il vous plaît. Alors, Monsieur, on entend rien. ça coupait au moment où on parlait de la liquidation de l'impôt. Donc, je vous disais que voilà,
la liquidation de l'impôt consiste à calculer le montant de l'impôt qui est dû par le contribuable ou par le redevable. S'il y a des fois, comme je vous ai dit, c'est un intermédiaire qui va calculer et payer l'impôt à la place je dirais, du contribuable. Donc, comment on calcule? Donc, la démarche de calcul, il est défini dans le cadre de cette phase de liquidation de l'impôt. On prend l'assiette fiscale qui est la base de calcul des impôts de l'impôt et on la multiplie par le taux d'imposition correspondant. Par exemple, on va pour le calcul de l'IS, d'accord? Donc, une entreprise qui a généré, par exemple, pendant l'année des revenus et elle a consommé en parallèle des charges, supposons que le total des revenus, il est aux environs de 500 000. Le total des charges qui sont admises et qui sont admises sur le plan fiscal, il est de 300 000. Donc, 500 000 moins 300 000, ça nous donne un résultat de 200 000. Donc, la base de calcul de l'impôt, c'est 200 000. D'accord? Donc, les 200 000, c'est ce qui va permettre de calculer l'impôt. Et donc, on va appliquer à ces 200 000 un taux d'imposition. Actuellement, pour les entreprises qui sont assujetties à... Pardon? Quelle est votre question? La liquidation de l'impôt, est-ce que la somme qu'on va payer? C'est la somme qui est due par le contribuable, et, bien sûr, et qui doit être payée. Donc, c'est ce que j'étais en train d'expliquer. Je vous ai dit, voilà, une entreprise qui a dégagé un résultat de 100 000, bien sûr, supposant que les revenus qu'elle a générés pendant l'année, et voilà, c'est des revenus qui vont subir l'impôt, et que les charges qu'elle a consommées, c'est des charges qui sont admises sur le plan fiscal, liées à l'activité de l'entreprise, à son exploitation, sont rattachées à l'exercice. Donc, ça nous fait un résultat de 200 000, d'accord? Donc, ces 200 000, c'est la base de calcul de l'impôt, d'accord? Et donc, ces 200 000 vont subir le taux d'imposition qui est convenu selon le barème qui figure au niveau du Code général des impôts. Il y a le Code général des impôts pour la partie IS, les entreprises qui ont un résultat avant impôt inférieur à 300 000 sont assujetties à l'IS au taux de 10%. Et donc, cette entreprise-là, puisqu'elle a 200 000, elle va payer 10% au titre de l'IS. Donc, 200 000 fois 10%, ça lui fait 20 000 d'impôts sur les sociétés, d'impôts sur le résultat. Monsieur, s'il vous plaît, je pense Oui. qu'il y a un problème de micro. D'accord. Est-ce que la voix n'est pas claire? Est-ce que le volume est bas? Des fois, ça marche pas. D'accord. Peut-être que ça coupe à cause de la connexion. Mais bon, de toute façon, j'essaie à chaque fois de répéter comme ça. Voilà, s'il y a des mots qui échappent. Monsieur, s'il vous plaît. Oui. Alors, je disais, voilà, la liquidation de l'impôt consiste à calculer le montant de l'impôt qui est dû par le contribuable en appliquant un taux d'imposition, bien sûr, qui figure dans le cadre d'un barème, à la base imposable. La base imposable, il y a la base qui est issue de l'assiette qu'on a vue auparavant. Les éléments qui sont assujettis à cet impôt-là. Et qui là, au titre de l'impôt sur le résultat, et il a dit là, une entreprise qui est assujettie à l'IS, l'impôt sur les sociétés, d'accord? Donc, elle doit calculer un impôt sur le résultat.
Donc, le code général des impôts, le barème de, je dirais, le barème d'imposition, il est en 3 tranches. Pour les entreprises qui dégagent un résultat inférieur à 300 000, elles vont être assujetties au taux de 10%. Pour les entreprises qui ont un résultat qui dépasse 300 000 et qui est inférieur à 1 million de dirhams, elles vont payer 20% sur la tranche qui dépasse les 300 000. Les entreprises qui ont un résultat qui dépasse les 1 million de dirhams et voilà, ces entreprises-là, ils vont payer un impôt au taux de 31% pour la tranche qui dépasse les 1 million de dirhams. Donc, dans l'exemple que je vous ai donné, l'entreprise, elle a dégagé un résultat de 200 000 dirhams, ici, al-dirham. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que selon le barème de l'IS, qui figure au niveau du Code général des impôts, cette entreprise doit payer un impôt au taux de 10%. Donc, 200 000 fois 10%, ça va nous faire combien? Ça va nous faire 20 000. Donc, au titre de cette année-là, cette entreprise-là va payer 20 000. D'accord? Donc, la liquidation des impôts consiste à déterminer les sommes qui sont dues par le contribuable à l'État. Ils doivent être payés à l'État, soit à l'administration des impôts, soit, s'il s'agit d'un impôt communal, d'accord, à payer à la commune à laquelle est rattachée l'entreprise, ou là dans laquelle se situe le siège de l'entreprise. Ensuite, on a la 4e étape, d'accord? C'est l'étape de recouvrement. Bon, le recouvrement, on se positionne parce que qui rédige le texte, c'est l'administration des impôts. Donc, l'administration des impôts, elle fixe les procédures de recouvrement de l'impôt, c'est-à-dire comment elle va procéder pour encaisser l'impôt. L'arabia, quand vous le tahsil. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est l'administration des impôts qui va recevoir les sommes. Donc, quelles sont les démarches que l'administration des impôts va suivre pour encaisser les sommes dues au titre des impôts. D'accord? Donc là, on va, par exemple, au niveau du Code général des impôts, préciser les dates butoirs pour paiement de tel impôt. Maintenant, pour la TVA, si vous en gardez souvenir, la TVA doit être payée mensuellement pour les entreprises qui ont un chiffre d'affaires annuel supérieur à 1 million de dirhams. Elle peut être payée trimestriellement pour les entreprises qui ont un chiffre d'affaires annuel inférieur à 1 million de dirhams. D'accord? Maintenant, regardez, on est en train de fixer des règles au fur et à mesure. En même temps, on va dire, voilà, pour les entreprises qui vont payer la TVA mensuellement, voilà, la TVA au titre du mois de janvier, c'est-à-dire calculée sur l'activité du mois de janvier, elle doit être payée avant la fin du mois de février. La TVA au titre du mois de février, elle doit être payée avant la fin du mois de mars. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on est en train de fixer? On est en train de fixer les dates, je dirais, limites de déclaration et de paiement des impôts. Et bien sûr, les règles de recouvrement, voilà, ils sont fixés dans le Code général selon généralement deux modalités. Soit un paiement spontané par... Restez avec moi, s'il vous plaît. Oui, monsieur, oui. Alors, je vous disais, voilà, il y a différentes modalités de paiement de l'impôt. Soit l'impôt va être payé, je dirais, de façon spontanée, maintenant, pour la TVA, l'entreprise, chaque fin de mois, une fois le mois va se terminer, elle va calculer la TVA facturée sur
les encaissements, elle va totaliser, elle va de l'autre côté calculer la TVA récupérable sur les dépenses, charges et immobilisation, d'accord? Et elle va faire la différence entre TVA facturée et TVA récupérable pour dégager le montant de la TVA due. L'étape, c'est l'étape de liquidation de l'impôt, d'accord? On a démontré. Maintenant, qui va payer? C'est l'entreprise qui va payer de façon spontanée. Il va déclarer, dans sa déclaration fiscale, il va dire, voilà, le montant de la TVA due, il s'élève, par exemple, à 5 millions de dirhams. Et il va verser à l'administration des impôts 5 millions de dirhams, soit par chèque libellé au nom du receveur de l'administration des impôts, soit aujourd'hui, il y a la possibilité, via l'application via la DGI, l'IA Simple, de faire de la télédéclaration et également du télépaiement. D'accord? Donc, ça, c'est la première modalité de paiement de l'impôt, c'est-à-dire un paiement spontané. C'est une déclaration spontanée du montant de l'impôt, c'est-à-dire que le contribuable, il déclare le montant de l'impôt au titre de la période et il va le payer de façon spontanée. Bien sûr, l'administration des impôts, elle se réserve le droit de venir contrôler les modalités de calcul, la base de calcul, les taux que l'entreprise a appliqués. Ça, c'est une autre phase. Il y a la deuxième modalité, c'est le paiement par voie de rôle. مثلا عندنا مثلا la taxe d'habitation. La taxe d'habitation, l'administration des impôts, je dirais, au début de chaque année, voici le montant de la taxe d'habitation à payer au titre de l'exercice 2020. Donc, le document, c'est un rôle qui est édité, établi par l'administration des impôts. C'est l'administration des impôts, dans ce cas-là, qui a fait les calculs et qui a envoyé, bien sûr, un rôle qui synthétise les modalités de calcul et le montant de l'impôt qui doit être payé par le contribuable. Il envoie un rôle, c'est-à-dire un document, d'accord, qui détaille les éléments de calcul, la base de calcul, le taux d'imposition et le montant à payer. Donc, ce rôle-là, une fois il est reçu par le contribuable, il a un délai pour le payer. D'accord? Maintenant, ça doit être payé avant fin juin pour maintenant telle taxe. OK? Maintenant, la troisième modalité, c'est la retenue à la source. Alors, ce n'est pas un paiement spontané par le contribuable, ce n'est pas l'administration des impôts qui va vous communiquer le montant à payer. Non, pour la retenue à la source, c'est une tierce personne, c'est un intermédiaire qui va se charger de prélever l'impôt d'une somme qu'il va vous verser à l'occasion d'une opération et il va la verser à l'administration des impôts. Maintenant, une entreprise qui emploie des salariés. Donc, à l'occasion de chaque mois, maintenant, si le paiement des salaires ou le calcul du paiement des salaires est effectué de façon mensuelle, chaque mois, l'entreprise doit préparer ce qu'on appelle la PAIE. La PAIE, d'accord? La PAIE, c'est-à-dire calculer les éléments relatifs à la rémunération de ses salariés. Voilà le salaire de base, voilà les éléments complémentaires, le salaire brut, les retenues en titre de cotisation de la CNSS, ainsi de suite. Et en fin de compte, on arrive au calcul, à l'étape de calcul de l'impôt sur les revenus salariés. Donc, bien sûr, après déduction de l'impôt sur revenu, on arrive au résultat, on arrive au salaire net qui doit être versé au salarié. Le salarié, qu'est-ce qu'il fait? Il encaisse le salaire net. Et la charge, la responsabilité de paiement, de déclaration et de paiement de l'impôt sur les revenus, elle revient à qui? Elle revient à l'entreprise. Donc l'entreprise, qu'est-ce qu'elle fait? Elle procède à une retenue à la source de l'impôt sur le revenu et
elle va la déclarer et la payer à l'administration des impôts. Chaque mois, l'entreprise, elle va bien sûr envoyer un montant global, je dirais, des impôts qu'elle a prélevés au titre des salaires qu'elle a versés à ses salariés. Et bien sûr, à la fin de l'année, l'entreprise procède à une régularisation annuelle de ces impôts-là et à une consolidation de l'ensemble des impôts payés dans le cadre d'un État qui s'appelle 9432. On aura l'occasion de le voir au titre d'une déclaration annuelle où elle va lister l'ensemble des salariés, l'impôt dû par salarié, d'accord? Donc, dans ce cas-là, c'est une tierce personne qui a procédé au prélèvement à la source de l'impôt et à son paiement à l'administration des impôts. Et bien sûr, en cas de défaut de paiement, en cas d'absence de paiement, c'est l'entreprise qui en est responsable, ce n'est pas le salarié. C'est l'entreprise qui est responsable aux yeux de l'administration fiscale. De la même manière que c'est l'entreprise qui est responsable du paiement des cotisations, bien sûr salariales et patronales, à la CNSS. Donc, pourquoi? Parce qu'elle se positionne en tant qu'intermédiaire, en tant que tiers payeur qui va prélever au moment de calcul de la rémunération l'ensemble de ces retenues-là et il va les verser aux administrations concernées, entre autres l'administration des impôts pour la partie relative à l'impôt sur le revenu. Est-ce que vous avez des questions jusqu'ici? Monsieur? بروف عاوتاني خرج بروف خرج عاوتاني. Est-ce que vous avez des questions? Monsieur, Oui. est-ce que vous pouvez définir le recouvrement de l'impôt, s'il vous plaît? D'accord. Bon, est-ce qu'il y avait un problème de son ou il y a besoin de détails Oui, davantage? effectivement, il y avait un problème de connexion. Oui, monsieur, il y avait un problème. Maroc Télécom, surtout avec le modem de Maroc Télécom. Oui, monsieur. Alors, Oui, moi aussi j'avais le même problème. Ok, c'est bon. Alors, est-ce que je peux dire au nom de tous les élèves qui ont un modem de Maroc Télécom, il y a eu une coupure sévère, je pense 2 fois, et on ne pouvait pas voir on ne pouvait ni entendre ni voir le son. Donc c'était une coupure. D'accord. Donc, je note que c'est sur la partie relative au recouvrement de l'impôt. Oui, merci beaucoup. Ok, d'accord. Alors, en ce qui concerne la phase de recouvrement de l'impôt, donc, à titre de rappel, qu'est-ce qu'on avait dit? Il y a quatre étapes importantes et derrière, ça contient des concepts où ça recouvre des concepts qui sont fondamentaux. La première étape, c'est la définition du champ d'application de l'impôt. La deuxième étape, c'est la détermination de l'assiette de l'impôt. La troisième étape, c'est l'étape de la liquidation et du calcul de l'impôt. Et la quatrième étape, c'est l'étape de recouvrement. D'accord? Alors, comme je vous ai dit, ces 4 étapes-là, on va les voir à chaque fois qu'on sera amené à traiter un impôt bien déterminé. Mais les radinous l'IS, on va suivre ces 4 étapes-là. Arriver à l'impôt sur le résultat, on va suivre ces 4 étapes. Arriver à la TVA, on va suivre ces étapes-là. D'accord? On est en train de faire, on est en train de se mettre d'accord sur une démarche de travail. OK? Alors, en synthèse, le champ d'application de l'impôt, c'est les personnes qui sont assujetties à l'impôt. D'accord? Et bien sûr,
en fonction du territoire dans lequel ces personnes-là exercent leur activité. Maintenant, l'impôt sur les revenus. Les personnes qui y sont assujetties pour les revenus salariaux, c'est les salariés qui exercent ou qui travaillent sur le territoire marocain. Soit, je dirais, de nationalité marocaine ou de nationalité étrangère. D'accord? La deuxième étape, c'est la détermination de l'assiette de l'impôt. L'assiette de l'impôt, c'est quoi? C'est la base sur laquelle on va appliquer le taux d'imposition. Là, on va appliquer le barème d'imposition. Donc, c'est l'ensemble des éléments qui constituent je dirais, la base de l'imposition ou la matière imposable. Pour un salarié, au titre de l'impôt sur les revenus, l'assiette de l'impôt, c'est quoi? C'est le salaire de base, c'est les émoluments, c'est les heures supplémentaires, c'est la prime d'ancienneté. Et bien sûr, il y a certains éléments de salaire qui sont exonérés ou là qui ne rentrent pas dans le calcul. Maintenant, il a dit comme comment dirais-je, l'indemnité de transport, d'accord? Il n'est pas pris en considération dans l'assiette de l'impôt. Elle est exonérée à condition qu'elle ne dépasse pas 510 dirhams pour les salariés qui ont leur lieu de travail en milieu urbain et qu'elle ne dépasse pas 700 dirhams pour les salariés qui ont leur lieu de travail en dehors du milieu urbain, à titre d'exemple. Donc, qu'est-ce qu'on a défini? On a défini la base sur laquelle on va appliquer le barème d'imposition. OK? Alors, la troisième étape, c'est quoi? La troisième étape qui vient, c'est la liquidation de l'impôt. Alors, la liquidation de l'impôt, c'est la démarche qui est suivie pour calculer la somme qui est due par le contribuable à l'administration des impôts. Et bien évidemment, on va prendre la base imposable, l'IA déterminée à partir de l'assiette qu'on venait de voir, et on va lui appliquer le barème d'imposition. Maintenant, pour l'IA, c'était l'exemple tout à l'heure, mais la base imposable est le résultat avant impôt, on va appliquer à ce résultat avant impôt un taux d'imposition selon le barème qui figure au niveau du Code général des impôts. Et un exemple, les entreprises, oui. Il y a un problème, le micro. Alors, j'ai mis le micro, au max. C'est un problème de connexion, monsieur Guérin. En tout cas, ce que je vais faire avec vous, on attend. On attend. Moi, ce que je vais faire, je vais coordonner avec les délégués pour créer un groupe sur Facebook. En attendant cette séance-là, je vais garder l'enregistrement correspondant sur la plateforme ENT. Et à partir de la séance prochaine, en fait, monsieur, on a déjà pris l'initiative et on a créé un groupe Telegram. Comme ça, il est sélectionné. D'accord. Bon, je vais coordonner ça avec les délégués et vous serez tenus informés de ce que j'aurai décidé. C'est bon? Donc, merci, monsieur. Essayez de suivre. Bien à la connexion, ne vous en faites pas. Alors, je vais garder l'enregistrement au niveau de la plateforme ENT. D'accord? ما لقاش عاوتاني كيدور في شي شان يوتيوب ولا شي حاجه باش كيجمع ليه الحاجات. Alors, je disais, l'étape relative à la liquidation de l'impôt, d'accord, consiste à calculer le montant de l'impôt qui est dû par le contribuable. Une entreprise qui est assujettie à l'IS, à l'impôt sur les sociétés, elle a dégagé
un résultat avant impôt de 200 000 dirhams, d'accord? Le taux d'imposition qui est, je dirais, qui figure dans le Code général des impôts, c'est 10% pour cette tranche de résultat. Donc, le calcul de l'impôt consiste à déterminer le montant de l'impôt qui doit être payé par l'entreprise. Donc, 200 000 lié à la base imposable multiplié par le taux d'imposition issu du barème, multiplié par 10%. Ça nous fait 20 000 dirhams d'impôt. Donc, il y a l'étape liquidation. Salina, une fois حسبنا, Salina. Donc, l'étape qui suit, c'est l'étape de recouvrement. بالعربية le recouvrement هو التحصيل. Et bien sûr, quand on dit recouvrement, c'est l'administration des impôts qui fixe les règles de recouvrement. Comment il va procéder pour encaisser le montant de l'impôt dû par chaque contribuable. Et donc, comme je vous ai dit, il y a 3 voies de recouvrement. On a d'abord le paiement spontané. Une entreprise, elle va arrêter son résultat et il va dire voilà, l'impôt sur le résultat que j'ai calculé il est de temps. Donc, c'est elle qui va déclarer de façon spontanée le montant de l'impôt dû au titre de cette période et il va procéder à son paiement. Et il y a les directement, soit par chèque, soit par virement, soit par télépaiement à partir de l'application de l'administration des impôts. Simple. D'accord? La deuxième possibilité, c'est une imposition, ou la deuxième modalité de recouvrement, c'est l'imposition par voie de rôle. Pour certains impôts, l'administration des impôts, il y a les calculs ou un document qui dit voilà le montant à payer au titre de cet impôt. Comme l'exemple de la taxe d'habitation. L'administration des impôts a des documents, certains parmi vous, ils le reçoivent, vos parents, d'accord, vos familles le reçoivent. Il y a un document qui dit voilà, le montant de taxe d'habitation à payer au titre de l'année 2020 est de maintenant 500 dirhams, d'accord, à payer avant maintenant le 30 juin de telle année. Donc, quand je vous donne l'administration des impôts, il y a qui a fait les calculs et c'est elle qui vous a demandé, voilà, qui vous a fixé le montant à payer. Bien sûr que le contribuable va procéder, va payer auprès de l'administration des impôts, là, auprès de la collectivité, si c'est je dirais, auprès de, comment dirais-je, du trésor, il a maintenant un impôt communal. Alors, maintenant, la troisième modalité de recouvrement, c'est la retenue à la source. Il y a certains impôts qui sont retenus à la source. Qui l'impôt sur les revenus salariés. Là, quand on a la possibilité, les salariés, ils font la déclaration, ils font l'impôt directement. Tachi, واحد ما غادي يخلص l'impôt sur le revenu. D'accord? Donc, c'est pour ça, voilà, au Maroc et dans plusieurs pays, même des pays développés, voilà, aujourd'hui, ils reviennent vraiment à cette modalité de retenir à la source au titre des revenus, entre autres salariaux. Donc, le salarié, à la fin du mois, il touche son salaire net. L'entreprise, bien sûr, elle calcule les éléments de salaire, elle procède aux différentes retenues et elle verse au salarié son salaire net. Et c'est à elle que revient la charge de paiement de l'ensemble des cotisations qu'elle a prélevées du salaire de son employé. Elle va verser les cotisations CNSS à la CNSS et il va verser les prélèvements au titre de l'impôt sur les revenus à l'administration des impôts. Et s'il y a défaut de paiement ou absence de paiement, c'est l'entreprise qui en est responsable, c'est-à-dire c'est le tiers payeur, l'intermédiaire, voilà, qui est désigné par la loi pour, bien sûr par la loi fiscale, pour prélever et payer l'impôt. Il y a également d'autres catégories d'impôts اللي فيهم une retenue à la source. مثلا ملي شي واحد كيكون حاط une somme d'argent
عند لا بنك. واحد عنده مثلا ان اكسيدون، عنده مثلا ان اكسيدون مثلا supposons une petite somme مثلا 100 000 dirhams. Il est déposé dans un compte d'épargne, d'accord, ou là sous forme de dépôt à terme عند la banque. ما محتاجش تحط عند la banque. La banque مثلا كتقول لي غادي نعطيك 2%. Je vais vous rémunérer au taux d'intérêt de 2%. D'accord? Supposons bien à 100 000 dirhams, j'ai pris 2 000 dirhams à la fin de l'année. D'accord? La banque m'a dit il ne va pas lui verser 2 000 dirhams intégralement. Non, elle va lui prélever le montant qui correspond à quoi? À un impôt. L'impôt, c'est la taxe sur les produits sur les produits issus des revenus taxes sur revenus de placement ou produits de placement à revenus fixes. La TPPRF, taxe sur produits de placement à revenus fixes. Pour les personnes physiques, le montant de la retenue à la source, il est de 30%. Donc, le montant des intérêts ou là des produits financiers pour ne pas gratter sur le plan chariatique, le montant des produits financiers bruts qui est dégagé, il est de 2 000 dirhams au titre de l'année. Donc, la banque ne va pas verser les 2 000 dirhams intégralement à son client, il va lui verser 2 000 dirhams moins 30%. Donc, il va lui verser 1 400. Et les 600, il va les verser voilà, à l'administration des impôts. Donc, dans ces cas-là, on est en face d'un impôt qui est retenu à la source. C'est pour ça, dans la séance dernière, le paiement de l'impôt, il est payé par le contribuable ou par le redevable. Le contribuable, dans le cas où le contribuable va payer directement son impôt de façon spontanée. Le redevable, mais qui est un intermédiaire qui est désigné pour recevoir, pour collecter l'impôt et le payer à l'administration fiscale. D'accord? Est-ce que vous avez des questions? Donc, voilà. Prenez le temps de digérer ces éléments-là. Revenez également aux références que je vous ai communiquées la dernière fois, surtout le Code général des impôts, ça c'est indispensable. Et puis par la suite, si des questions surgissent, n'hésitez pas à m'en faire part plus tard. Alors, juste pour, je dirais, alors pour terminer avec ce chapitre introductif, notez que il y a différentes catégories d'impôts et on peut classer les impôts selon différents critères. D'accord? Donc, on a déjà une classification économique où on va classer les impôts, impôts sur le revenu, impôts sur les dépenses, impôts sur le capital. D'accord? Donc, pourquoi? Parce que généralement, les agents économiques vont travailler, vont exercer une activité et au titre de cette activité-là, ils vont dégager des revenus, ils vont générer des revenus qui vont, voilà, pour subvenir à leurs besoins et ainsi de suite. Et donc, ces revenus dégagés, ils doivent payer un impôt. Ensuite, à un moment, ils vont dépenser une partie ou la totalité des revenus qui sont dégagés. Et là aussi, voilà, on va avoir un certain nombre d'impôts sur la dépense. Maintenant, on a la taxe intérieure de consommation qui est appliquée à certains produits. On a également la TVA qui grève le consommateur final, d'accord? Voilà, donc c'est des impôts sur la dépense. Et bien évidemment, la partie qui n'est pas dépensée, il va être épargné, il va être capitalisé, et il va, je dirais, soit dans le cadre il va être placé dans des placements financiers, dans de l'immobilier, d'accord? Et donc, on a également ce qu'on appelle l'impôt sur le
capital qui va toucher comment dirais-je, qui va toucher le foncier, d'accord, les immeubles, qui va toucher par exemple les terrains non bâtis, la taxe sur terrains non bâtis, et ainsi de suite. Donc ça, voilà, c'est une classification, je dirais, économique. On a également une classification administrative, bon, quoique il y a toujours sur l'intérêt de classification en impôt, je dirais, en impôt direct et impôt indirect. Alors, pour l'impôt direct, il correspond à un impôt qui est supporté à titre définitif par le contribuable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le contribuable, il a par exemple, il a généré un revenu, il va payer un impôt sur ce revenu. Il a consommé, je dirais, il a procédé à un achat, il a consommé un bien, d'accord, soit d'équipement, soit de consommation, je dirais, usuelle, voilà. Il va payer l'impôt sur, je dirais, sur à titre définitif, au titre de cette activité. Donc, on va trouver la taxe sur, par exemple, sur les revenus, la taxe sur les profits immobiliers. On va trouver également la taxe d'habitation et de services communaux. Voilà, l'impôt sur les sociétés, l'impôt sur le revenu. Maintenant, la deuxième catégorie selon cette classification administrative, c'est l'impôt indirect ou les impôts indirects. Donc, ces impôts, généralement, ils sont payés au fil d'un redevable. Le redevable, c'est un intermédiaire. Il va jouer le rôle d'intermédiaire dont le rôle va se limiter à faire l'avance de l'impôt qu'il va répercuter ensuite sur le véritable contribuable. La TVA, la taxe sur la valeur ajoutée. Alors, la TVA, il est appliqué, bien sûr, il est appliqué sur le chiffre d'affaires. Donc, une entreprise qui va acheter, elle va subir la TVA. Mais cette TVA qui est subie, elle ne la subit pas à titre définitif. Pourquoi? Parce qu'elle va la retrancher de la TVA qu'elle va facturer à ses clients. Et donc, en quelque sorte, la TVA, elle est répercutée sur, je dirais, sur le client en amont. Je dirais, d'une étape à l'autre dans la chaîne de création de valeur jusqu'au consommateur final. Et bien sûr, puisque le consommateur final, il se trouve en aval de la chaîne, c'est lui qui va subir définitivement cette taxe-là. Mais toutes les entreprises qui ont contribué à la réalisation du produit, du service qui a été consommé par le client ou par le consommateur final ne sont que des intermédiaires. Et donc, ils vont subir la TVA et ils vont la répercuter sur leurs clients jusqu'à arriver au consommateur final. De la même manière, donc, on a également tout ce qui est droits de douane qui sont payés à l'importation d'une marchandise. Quand une entreprise va importer de la marchandise, elle va payer des droits de douane, bien sûr, qui vont là aussi, je dirais, être répercutés. On a également d'autres impôts comme, je dirais, la taxe intérieure de la consommation voilà, il est supporté en définitive. C'est un impôt supporté définitivement par le consommateur final, mais pour les entreprises qui vont se situer, je dirais, ou qui vont facturer ce service-là, voilà, il s'agit là bien évidemment d'intermédiaires qui vont le facturer et l'appliquer et le rétrocéder à l'État. Donc, on a bien sûr ces distinctions-là qui ont plutôt un caractère macroéconomique, mais nous, ce qui nous intéresse le plus, bien sûr, dans ces aspects-là,
en tant que futur gestionnaire, en tant que futur manager de l'entreprise, c'est les aspects techniques qui concernent l'entreprise. D'accord? C'est les aspects de fiscalité, d'accord, sur le plan technique qui concernent l'entreprise. Et donc, c'est pour ça, j'insiste sur, je dirais, cette technique fiscale qu'on va dérouler pour les 3 impôts, à savoir l'impôt sur le revenu, l'impôt sur l'activité et la taxe sur la valeur ajoutée. Et bien sûr, cette technique-là, c'est la technique en 4 étapes que je vous ai listées: champ d'application, assiette, liquidation et recouvrement. Et donc, la séance prochaine, on va commencer avec le chapitre relatif à la taxe sur la valeur ajoutée. D'accord? Et au fur et à mesure, j'espère qu'on aura le temps de couvrir au moins ces 3 familles d'impôts. Donc, je vous souhaite une agréable journée et je reste à votre disposition pour répondre à vos questions. Je vous laisse le temps de digérer ces articles-là et puis à la suite, début de prochain, Inch'Allah, je vous donne la main pour vos questions auxquelles vous réagissez. Merci, monsieur. D'accord, monsieur, merci. Merci, monsieur. Bonne journée. Monsieur.